et enchaîner sur ce qui a été dit. Alors, moi, je vais vous tenir un propos. À la fois, je me sens très proche de ce que vient de dire Pascal Nouvel, dont j'avais beaucoup aimé le travail et le livre. Et en même temps, je vais vous tenir un propos un peu plus de professionnel. Et je pense que ça amènera ensuite à la situation régionale et locale que vous présenteront les derniers intervenants. Alors, rappelez que quand je suis arrivé dans le secteur, dans les années 80, il y avait un paradoxe absolu qui était que les psychiatres et les médecins qui exerçaient dans les centres de soins ne prescrivaient pas. C'était toujours quelque chose qui m'amusait beaucoup parce que je leur disais, putain les gars, vous vous êtes fait chier à faire des études de médecine. Moi, voilà, je suis psycho, j'ai fait fac de lettres. Et vous êtes là avec une arme absolue qui est la prescription et vous prescrivez pas. Alors c'était l'époque d'un référentiel psychanalytique, c'était l'époque de l'antipsychiatrie qui était encore très présente, c'était l'arrivée des approches systémiques. Hein. Il y avait de quoi mettre à distance la prescription, mais quand même c'était un peu étonnant. Et puisqu'on m'a, dans la commande, dans les échanges que j'avais eus avec la collègue qui me reçoit, Aurélie, que je remercie de son accueil très chaleureux, je vous raconterai pourquoi un peu plus tard. Mais oui, il y a des rebondissements, vous allez voir. Je lui disais que il y avait dans ce refus de prescrire aussi quelque chose qui est consubstantiel de la question des addictions, et notamment du rôle qui tient le pharmacon, avec cette chose qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a 3 dimensions dans le pharmacon. Hein. Il y a le médicament, il y a le poison, il y a le bouc émissaire. Hein. Et ça se joue toujours autour de ces 3 choses. Si le mal vient d'un abus de substance, la guérison peut-elle venir d'une contre-substance? C'est le schéma poison contre poison. Vous connaissez, vous avez rencontré ces utilisateurs de cannabis. Alors on évoquait les soldats de Napoléon qui ne vous pouvaient plus faire la guerre, mais je vous rappelle que de l'autre côté, l'histoire des hachichins, c'est les assassins, une théorie qui circule. Au contraire, c'était ce cannabis qui rendait très méchant. Et c'est comme ça que le procureur américain a obtenu la punition du cannabis. Donc on avait les mêmes hippies qui s'amollissaient en fumant du cannabis, et l'autre schéma qui faisait au contraire du cannabis la drogue de la violence absolue. Et on voit ce schéma-là. Et le jeune consommateur de cannabis, encore aujourd'hui, peut vous dire, avec un sourire pseudo-naïf, attendez, prendre un médicament, un antidépresseur là, alors que j'arrête le cannabis, vous voulez rire. Hein, avec ce deuxième couple qui oppose la drogue naturelle aux mauvais médicaments chimiques. Et c'est quelque chose qu'on rencontre encore beaucoup. Il y a cette mythologie poison contre poison, il y a cette mythologie naturelle chimique, et puis il y a cette mythologie qui est très forte, et on le retrouvait dans l'exposé de Pascal Nouvel avec l'allusion à Bergerot, notre collègue éradicateur suédois, c'est le fait qu'il y a là-dedans quelque chose qui a à voir avec la faute, avec quelque chose de mal, et que la guérison ne peut venir que d'un processus de réhabilitation, que d'une série d'épreuves, et il faut là-dedans en baver, entre guillemets, pour en sortir. C'est un schéma qui reste très fort, hein, et on va le voir dans la façon dont on analyse le traitement. Alors, cette rapide introduction faite, en écoutant Pascal Nouvel, je me disais que, voilà, moi j'avais envie de vous rappeler une petite chose, c'est pourquoi on fait usage de substances. Et il en disait quelque chose, et je vais, ce ne sera pas complètement un paradoxe, mais ça peut être un peu étonnant, je vais écarter toutes les raisons psychopathologiques, toutes les raisons de comorbidité psychiatrique. Pourquoi? Parce que d'abord, l'usage de cannabis, et c'était très présent dans l'usage de drogue de façon générale, c'était exemplifié par l'usage de cannabis avec l'augmentation qu'on a eue ces dernières années, mais on pourrait dire la même chose de ce qui vient de dire des amphétamines, ainsi de suite, ne se résume pas à la comorbidité psychiatrique. Et je vous rappelle que la grande difficulté qu'on a dans la question des addictions, c'est le point d'observation que l'on a. Si vous observez à partir d'un service de psychiatrie, vous voyez un sous-rubrique des addictions. Si vous observez à partir d'un service de soins, vous voyez une sous-rubrique des addictions. Si vous observez dans un domaine festif, vous en voyez encore une sous-rubrique. Et une des choses sur lesquelles on a dû faire attention, c'est à diversifier ce regard. Alors,
les portes d'entrée, elles sont aujourd'hui énormes. Le schéma classique de fuir la conscience de soi est un schéma qui reste présent. Et j'assistais récemment à un colloque sur les jeux dangereux où des collègues expliquaient que ces fameux jeux autour de la respiration, l'étouffement, hein, le jeu de la toupie qu'on pousse à l'extrême, puis le jeu du foulard, ainsi de suite, participent hein, de cette façon de jouer avec ses sensations et de fuir hein, la conscience de soi. Vous connaissez le schéma classique, on retrouvera, je n'y irai pas trop vite là-dessus, le rapport à la douleur. Vous savez, on l'a évoqué aussi, l'amplification de la performance qui est très présente dans nos sociétés. Et bien évidemment, on vient d'en parler, le travail sur le plaisir, je laisse de côté, mais c'est aussi très, très travaillé actuellement, la prise de substances et la façon de jouer sur le sommeil. On a comme ça une palette impressionnante hein, de façon d'aller se modifier soi-même, et on a des portes d'entrée qui ont une dimension religieuse, qui ont une dimension culturelle, qui ont une dimension sociétale, et qui peuvent être, avec le même produit, donner des scénarios différents dans l'histoire de ce produit et selon les sociétés auxquelles on s'adresse. Et je vous renvoie à un travail remarquable, je pense qu'il faut l'avoir lu si on s'intéresse aux éditions au moins une fois, le bouquin de Kurt Watt, qui est vraiment un bouquin extraordinaire et qui montre comment toute une partie du travail de nos sociétés, je le cite, consiste à trahir nos sens avec une panoplie de produits et de services, puis à nous en vendre d'autres pour parer aux dommages, ce qui fait que nous pouvons continuer à consommer toujours davantage ce qui nous ennuie. Et on est quand même dans un schéma qui est aujourd'hui excessivement présent. Alors, du coup, ce schéma-là, c'est le schéma de Monsieur Tout-le-Monde. Et puis en face, il y a le schéma de la médecine. Alors je ne vais pas en dire plus, ou pas en dire trop, je ne suis pas médecin, et il y a un certain nombre de personnes qui seront certainement plus compétentes que moi pour vous aider à réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, quand on lit un certain nombre de textes sur cette entrée, on voit qu'à l'inverse, ce schéma de l'autoprescription, c'est un schéma qui fonctionne par substitution. Je prends un produit qui me donne un état qui va se substituer à un état que je trouvais désagréable. Je ne cherche pas à guérir, contrairement au raisonnement médical, je cherche à remplacer. Hein. Je fais par substitution. Je suis déprimé, je prends de la cocaïne, peu importe que ça traite la dépression en tant que telle, ce que ça va me permettre, c'est de chasser brutalement l'affect dépressif. Je suis inhibé, je ne cherche pas à travailler sur le pourquoi de mon inhibition, je prends un alcool et peu importe que ça traite, ça va chasser bon. Et on a comme ça deux schémas qui vont s'opposer. Et puis, il y a quelque chose qui va être aussi très fort, c'est que du coup, cette espèce de plaisir qu'apporte le produit est vécu, est analysé de ce côté-là, quand on est du côté du raisonnement médical, comme un produit, un plaisir qui résulte de la suppression du symptôme, de la suppression de la souffrance. Hein. C'est-à-dire qu'à l'inverse, la médecine ne pense pas qu'elle ait à prescrire un produit de plaisir, elle pense qu'elle a à intervenir pour soulager la souffrance. Et du coup, la zone aveugle dont personne ne veut entendre parler, c'est cette espèce de plaisir que donne le produit. Plaisir immédiat d'une substitution, hein, j'enlève un état désagréable et tout de suite je me mets un état agréable, ou bien cette surmultiplication du plaisir dans une culture hédoniste que va apporter le produit. Et je dirais pour beaucoup d'entre nous, dans la question politique des addictions, c'est le grand non-dit, hein, le grand tabou, c'est qu'effectivement, ce sont des produits qui participent de façon étonnante à la rencontre du plaisir, soit par cette suppression magique d'un état désagréable, soit par cette façon de décupler une expérience agréable. Et du coup, on va se poser la question de l'encadrement. Parce que bien évidemment, toute société s'est posée dès le début la question de comment j'encadre ces choses-là. Alors, là encore, pour essayer d'aller très vite, hein, l'encadrement, on va le confier à un certain nombre de schémas, les schémas, la religion, hein, je ne vais pas trop insister là-dessus, encore une fois, la science, la médecine, la culture, et puis de plus en plus les lois. Et à chaque fois, on doit trouver un point d'équilibre entre, je pourrais dire, le pôle représenté par le soin, la logique de soin dont je viens de vous parler, et puis la logique d'éducation, hein, la logique de fabrication de l'humain,
et on retrouvera une partie de l'échange qui vient d'avoir entre Lançon et Nouvel. Et puis de l'autre côté, parce que sur ce pôle de l'éducation et sur ce pôle du soin, il y a cette idée qu'on fait évoluer la personne, on fait évoluer les comportements, on va acquérir petit à petit un certain nombre de compétences. Et puis de l'autre côté, une gestion plus instantanée, plus adaptative du comportement, hein, avec d'un côté la notion d'interdit, et ça peut vous surprendre, de l'autre côté, une certaine utilisation de la réduction des risques. Alors, je voudrais là ouvrir une troisième casquette. J'ai vu avec, je ne sais pas si c'est plaisir ou avec, en tout cas, je l'ai vu avec humour, sans m'en formaliser plus que ça, que sur le programme, je suis présenté comme étant favorable aux salles de consommation en moindre risque. Alors, on se fait des identités multiples dans ce secteur. À une époque, j'étais connu pour être un grand militant de la cause du cannabis. Ensuite, j'ai été connu pour avoir été un défenseur des communautés thérapeutiques. À cette époque-là, nos chemins ne s'étaient pas croisés, donc j'ai échappé à cette identité. Et pour quelque temps encore, je vais être associé aux salles de consommation. C'est vrai que je fais partie des quelques associations qui, le 19 mai 2009, on est fiers de cette date, ont ouvert à titre transitoire à Paris une salle de consommation au moindre risque pour lancer le débat sur cet outil que l'on pensait pouvoir être un peu intéressant. Et on a vu ressurgir la violence de cette discussion, on a vu à cette occasion-là ressurgir la violence de ce débat, et on l'a vu ressurgir comme on l'avait vécu quand il a fallu mettre en place les traitements de substitution aux opiacés, où il y avait eu un débat de la même violence. Alors, permettez-moi, du coup, d'essayer, sans être trop technique, de m'arrêter sur 2-3 points. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on continue de raisonner sur cette loi de 70 qui avait été la première façon d'équilibrer ce travail autour du soin et de l'éducation et ce travail autour de l'interdit de l'usage et de la réduction des risques. La loi de 70, elle avait été très simple là-dessus. On est dans l'époque post-68. La prise de drogue est associée effectivement à des choses que vous rappeliez, à tort d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Mais on choisit de se focaliser sur ce qui vient de passer quelques mois avant, et c'est donc un fléau social, quelque chose qui va faire éclater la société. Enfin, quand on voit la faiblesse de l'analyse pour attribuer mai 68 au phénomène de prise de drogue, c'est assez pathétique, mais peu importe, c'est là-dessus. Et du coup, on va être pris dans une contradiction, parce qu'en plus, les consommateurs des années 70 sont plutôt les fils des députés et des grands intellectuels, plutôt que les classes sociales populaires. Donc, on va utiliser un raisonnement très simple. Il faut les punir, leur faire peur et les obliger à se soigner. Et la loi de 70 fonctionne. Elle fait de l'usager, vous le savez, un délinquant. Elle fait du statut de malade un refuge, c'est-à-dire que pour se protéger du risque de la sanction, il faut se déclarer malade, et elle crée un seul schéma de soins qui est aller vers l'abstinence, puisque comme la loi interdit l'usage, le soignant ne peut pas faire autre chose que de rendre de façon obligatoire et contraignante la personne abstinente. Et elle introduit une dimension excessivement perverse, qui est que, puisque c'est interdit, comme dirait le président de la MILT, c'est que c'est dangereux. Puisque c'est dangereux, il ne faut pas le faciliter. Et donc, c'est en pourrissant la vie de l'usager que l'on va le faire aller encore plus vite vers la démarche de soins. Et donc, on va interdire la vente libre des seringues, on va interdire tout un tas d'éléments qui pourraient faciliter, entre guillemets, la vie quotidienne de l'usager, dans l'idée de dire, plus vite il en aura marre, plus vite il ira se soigner. Voilà. Donc, on est là dans un espèce de schéma diabolique qui va se refermer. L'usager est l'acte d'usage est pénalisé, donc l'usager est un délinquant. Il n'échappera à ça que s'il devient un gentil malade qui se déclare malade et qui demande à être soigné. Et à partir de ce moment-là, on le fera rentrer dans un système de soins qui n'a d'autre issue que de le rendre abstinent. Et tout ce qui le pousse à aller là-dedans est bien. Donc tout ce qui lui complique la vie est bien. Vous savez que ce schéma explose avec l'épidémie de sida et va amener une reconceptualisation. Et cette reconceptualisation va dire, finalement, l'interdit n'a absolument pas freiné l'usage. Et je crois qu'au moment, vous me permettrez de faire un peu de politique, c'est mon rôle dans cette plénière, au moment où le président de la MILT
se vante des quelques points de diminution qui justifient sa politique parce qu'on aurait diminué de 2% le nombre de consommateurs de cannabis. D'abord, il faut rappeler, je n'aurai pas le temps de vous dire cet élément méchamment polémique, donc je le garde pour moi. Mais ces 2% sont ridicules par rapport à l'augmentation qu'il y a eu ces 20 dernières années, ces 25 dernières années, ces 30 dernières années, ces 40 dernières années, puisqu'on fête les 40 ans de la loi de 70. La loi de 70 et l'interdit d'usage n'a absolument pas freiné l'augmentation de l'usage. Deuxièmement, la loi de 70 n'a pas du tout facilité l'accès aux soins. Elle a au contraire amené aux soins des personnes dans un état de plus en plus dégradé, de plus en plus malade, et c'est ce qu'a montré l'épidémie de sida. Et troisièmement, si on avait besoin d'avoir un troisièmement, la loi de 70 a réduit et a étouffé la palette de soins. Et on l'a vu, parce que chaque fois qu'on a voulu la faire évoluer, on s'est heurté à ce problème-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2004, suite à tous les événements, on fait une loi de santé publique qui va intégrer la loi de 70, qui va de fait l'abroger. Il y a un petit moment d'espoir, on se dit on va obtenir que l'usage ne soit plus pénalisé. Et finalement, l'usage est maintenu. On ne le maintient plus au nom du fléau social, on dit qu'il faut dépoussiérer. On le maintient en le ramenant sur la dimension médicale. On dit qu'il faut pénaliser l'usage des drogues au nom de la dangerosité des substances et au nom du risque de dépendance. Et on va, à partir de là, dire simplement, à côté de cette pénalisation de l'usage, qui a pour but d'empêcher le risque d'usage, on va autoriser une nouvelle politique, la politique de réduction des risques, qui a pour but de diminuer les risques de l'usage. Et on va essayer de faire les deux choses en même temps. On continue de vouloir faire peur de l'usage, mais on va commencer à atténuer les risques de l'usage. Et c'est l'histoire de la mise en vente libre des seringues, c'est l'histoire des traitements de substitution aux opiacés, mais c'est aussi, même si elle est plus discrète, l'histoire de la bataille autour des pipes à crack, et c'est actuellement l'histoire qu'on essaye de mener autour de la revendication de la possibilité d'avoir des salles de consommation. On se rend compte qu'à chaque fois, quel que soit le travail fait, d'un seul coup ça bloque parce qu'on nous oppose. Mais si vous diminuez les risques pris au moment de l'usage, vous diminuez la peur et du coup, vous diminuez la validité de l'interdit de l'usage. On continue de penser que c'est en montrant à quel point l'usage est dramatique que l'interdit tiendra, et tout ce qui risque d'atténuer le côté dramatique de l'usage, finalement, est vécu comme affaiblissant cet interdit et cette pénalisation de l'usage. Et c'est de façon étonnante ce qu'on a vu ressurgir autour de cette polémique sur la salle de consommation, où, comme c'était surgi avec les seringues, comme c'était surgi avec les TSO, on voit apparaître chez un certain nombre de personnes une peur absolue que atténuer les risques pris par l'usager soit atténuer la menace et cet interdit qu'on vient de poser avec la loi. Alors, pour faire très vite, comment on raisonne ça ? Et je vais synthétiser mon propos quand je vois le temps qui passe. Clairement, on oppose toujours deux pôles, si vous avez réfléchi à ça. On oppose les mesures qui vont avoir pour but de limiter, et puis les mesures qui vont avoir pour but d'ouvrir. Alors, les mesures qui ont pour but d'ouvrir, c'est ça qui fait peur à l'opinion publique. Qu'est-ce qui fait peur quand on dit on lèverait l'interdit ? On va dire, mais oui, ok, on a compris, ça peut ne pas être bon, mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Les gens vont rencontrer le produit sans avoir eu le temps d'apprendre à s'en servir. Ils vont rencontrer les produits trop jeunes, ils vont rencontrer les produits trop faibles, trop seuls, ils vont être exposés sans cette protection de l'interdit à la puissance du produit, cette fameuse instantanéité de la molécule, cette fameuse intensité, ce bouleversement des sensations que provoque la prise de drogue. Et on va dire, voilà, si l'accès au produit est trop facile, ça va aboutir à tous ces risques-là. Et de l'autre côté, vous avez tous les tenants, et notamment plutôt, ce sont du coup plutôt des économistes ou plutôt des soignants
qui rappelle les risques au contraire d'une pénalisation de l'usage et d'un interdit trop sévère. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? C'est l'histoire de la prohibition. Le marché devient clandestin, il devient violent, il devient malsain, les prix vont augmenter, la qualité des produits se dégrade, la consommation va se faire dans des conditions de plus en plus précaires, on va augmenter les conditions néfastes de l'usage, on va retarder la possibilité de demander de l'aide et on va retarder dans l'entrée dans le soin. On voit même parfois se mettre en place ce qu'on appelle une emprise sociale, un enfermement sur un mode de vie qui va venir compléter et aggraver la dépendance purement biologique. Voilà. On a ce schéma-là, le danger d'un accès trop libre et puis le danger d'un accès trop restreint. Alors, vous savez, pour ceux qui l'ont un peu réfléchi, qu'il y a déjà une petite nuance, parce que ces derniers temps, l'État a beaucoup changé et a beaucoup compliqué l'accès aux drogues légales, licites, sans pénaliser l'usager. C'est tout le travail qui a été fait autour du tabac et de l'alcool, quand par exemple, on joue sur des âges, on joue sur le prix, on joue sur des lieux, on joue sur des moments, on peut pas boire quand on va conduire, ainsi de suite. Bon. Mais cette piste-là n'est jugée pas suffisante par rapport aux drogues illicites, parce que les drogues illicites sont considérées comme étant d'un autre registre. Et c'est ça dont il faudra qu'on parle. Mais si on veut aller jusqu'au bout, et ça rejoint votre débat, c'est étonnant de voir comment on oublie ce troisième axe dont je voudrais vous parler. Parce que si on veut équilibrer cette entrée trop libre ou cette entrée trop restreinte, ce troisième axe, c'est celui où on va construire ce qu'on appelle le côté désirable du produit, le côté enviable du produit. Et encore une fois, je vous dis, je fais volontairement abstraction de toute la dimension psychopatho-individuelle. C'est qu'est-ce qui fait qu'on va susciter le désir de consommer un produit? C'est l'axe de la culture, c'est l'axe du sociétal, c'est l'axe du monde dans lequel on vit. Et là, on voit de façon étonnante, alors c'est une proposition que je vous fais, je ne suis pas la seule à le faire, on voit de façon étonnante une alliance qui au contraire a pour but d'inciter à surconsommer, d'inciter à être dans le surusage, d'inciter, alors c'est toutes les théories sur la société dans laquelle nous sommes, société du sans limite, société du sans mesure, société qui suscite un usage qu'ensuite elle va sanctionner, société du toujours plus, société de l'excès, et qui fait par exemple de la recherche de la sensation extrême son point d'arrivée. On discutait l'autre fois avec Marc Valeur en disant que l'ordalie aujourd'hui, pour un certain nombre de jeunes, ce n'est plus transgresser la loi. L'ordalie aujourd'hui, c'est aller vers la sensation extrême. Ce n'est plus transgresser la loi, c'est faire du binge drinking. Ce n'est plus prendre une boisson interdite, c'est perdre le contrôle de soi. On se met, il y a toujours une ordalie, mais elle est sur un autre schéma. Je vous proposerai par exemple tout le travail de Gilles Lipovetsky sur le marketing pulsionnel, qui est quand même un travail tout à fait intéressant à voir. Or, sur cette troisième voie, c'est-à-dire sur l'endroit où au contraire on incite à surconsommer, l'interdit d'usage, il sert à rien. Il est d'une inutilité crasse. La seule loi qui a tenté de faire quelque chose, c'est la loi Evin. La seule loi de santé publique qui a tenté à un moment de réfléchir à cette dimension-là, c'est la loi Evin. Alors je vous passe le magnifique développement que j'avais prévu de vous faire, parce que c'est un de mes dadas sur la société addictogène. Ça créera une légère frustration, et ça vous donnera peut-être envie d'aller le voir dans le chapitre que je lui ai consacré sur, j'ai mon côté nord-américain, je cite mon livre moi aussi, sur l'aide-mémoire en addictologie aux éditions Duno, pour la modique somme de temps. Et je vais revenir au troisième point sur lequel je voulais un peu finir mon intervention. Si on est d'accord avec ce schéma-là, si on dit que se laisser enfermer dans accès trop restreint, accès trop libre, c'est un faux schéma. Si on dit qu'il faut s'intéresser à ce troisième axe, celui du sociétal, celui du culturel, éventuellement celui du religieux, et sans vouloir relancer tout de suite Christophe Lançon là-dessus, il y a quand même une très belle étude qui montre que la seule sous-secte protestante qui ait réussi à éradiquer les addictions dans sa jeunesse, c'en est une qui avait fait du plaisir la notion oni absolument, donc on élevait les enfants dans la haine du plaisir. Le seul problème, c'est qu'il y avait dans cette sous-secte-là un nombre de suicides absolument catastrophique. Voilà. Donc, on est toujours piégé quelque part.
Donc si on veut avoir ce schéma d'encadrement, hein, et je pense qu'il le faut, enfin, je pense qu'on ne peut pas laisser les substances sans encadrement. On retrouve, et vous l'aviez évoqué, Pascal Nouvel, un certain nombre de théories, on retrouve toute la théorie de Foucault sur le contrôle social et les biotechnologies, et on retrouve, et personnellement je pense que c'est tout à fait stimulant aujourd'hui, le travail de Bernard Stiegler sur les psychopouvoirs. Et je pense que là-dessus, on a à s'y intéresser. Pourquoi ? Parce que ça nous amène à un point un peu aveugle de beaucoup de nos raisonnements, un peu tabou, qui est qu'une partie de ce qui rendrait possible un usage raisonnable de substances dangereuses, c'est la capacité à fabriquer un individu raisonnable. C'est une sorte de lieu commun et de truisme, c'est ces fameux individus raisonnables, contrôlés, maîtres de lui-même, que nos politiques de santé publique rêvent d'inventer et que nous-mêmes, nous rêvons de retrouver dans une certaine pratique de la réduction des risques, par exemple. Alors, je suis dramatiquement en retard et je vais du coup resserrer encore plus mon propos. Il y a deux grands axes sur lesquels ça va se jouer, cette perte de l'homme raisonnable, si on est sur cette dimension-là. Il y a l'axe de la prévention. Alors, sur l'axe de la prévention, pour aller très vite, hein, on va avoir trois types de réponses qui sont celles du contrôle social. Je pense que je vais quand même prendre le temps de vous les dire, et elles sont absolument invariantes depuis quelque temps. Simplement, c'est le dosage qu'on en fait qui va changer. La loi n'a pas changé. La loi continue de dire on punit et on interdit l'usage d'un certain nombre de substances, notamment les drogues illicites, parce qu'elles sont trop dangereuses pour être gérées, même par un individu raisonnable. C'est c'est l'invention de la seringue, c'est le fameux alcaloïde, et ça rejoignait l'hésitation que citait Pascal Nouvel. Donc il y a quelque chose comme ça qui continue d'être dit et qui continue de convaincre l'opinion publique. Et la deuxième chose sur laquelle se base la loi, c'est on ne peut quand même pas laisser les gens vivre tous comme ils veulent. S'il y a trop de styles de vie différents, il n'y a plus de vie sociale, et la loi est là pour recadrer un peu sur des modèles un peu dominants. Alors permettez-moi de rire doucement de cette histoire, parce que je pense, s'il y a un endroit où en matière de drogue, on échoue largement dans cette théorie de la normalisation pénale, c'est actuellement de penser que la loi va faire de la norme de l'interdit d'usage une norme fondamentale, alors que tout le schéma incite au surusage, c'est de faire de la notion de contrôle et de la notion de modération une règle efficace, alors que tout un schéma culturel pousse à l'excès et pousse à la surconsommation. Qui n'a pas fait cette expérience débile d'entendre des ministres nous parler de développement durable quand on est dans une société qui ne fonctionne économiquement que parce que nos produits sont jetables et nécessairement renouvelables avant même d'être usés. Donc on est là-dessus. La loi prétend défendre un modèle qui est en contradiction fondamentale avec les valeurs de la société qu'elle prétend défendre. Et je pense qu'il faudrait s'interroger là-dessus. Si on ne veut pas voir la loi devenir de plus en plus interdictrice, parce qu'elle patine de plus en plus, du fait des contradictions sociales qu'elle ne veut pas regarder, qu'elle ne veut pas affronter. La deuxième, c'est la logique thérapeutique. Vous avez évoqué Peter Conrad, c'est le risque quand même de médicaliser une partie de ce qui est une souffrance sociale et de ce qui est une difficulté sociale. Et je souscris tout à fait à ce que disait Pascal Nouvel. N'en restons pas à la dénonciation de l'industrie, quelle qu'elle soit. Prenons le temps de regarder cette dimension de l'individu qui lui-même aussi veut s'auto-modifier, veut s'auto-améliorer, d'autant plus, encore une fois, que le contexte sociétal lui en fait une sorte de modèle de développement. On est dans une société, quand même, qui dit travailler plus pour gagner plus, c'est le schéma idéal, c'est le schéma de la non-limite. Et puis, le troisième axe qui est en échec dans les politiques de prévention, c'est, alors en échec, entendez bien, c'est pas avec le combat que je mène pour les salles de consommation que je vais dire que la réduction des risques est en échec, mais en échec dans le développement actuel dans lequel on essaye d'enfermer la réduction des risques, c'est OK, j'en veux bien de votre réduction des risques, à condition qu'elle se limite à éviter les maladies contagieuses, mais surtout
qu'elles ne viennent pas faciliter l'usage. Et on voit bien que là, il y a un schéma fort. Toute la partie de la réduction des risques qui consiste à accompagner l'usager, à au contraire lui permettre de redresser la tête, de se sentir bien et éventuellement ensuite d'aller demander de l'aide, est actuellement politiquement condamnée parce qu'elle vient contredire ce putain d'interdit d'usage qui continue d'être considéré comme la seule protection sociétale, alors que vous pensez que... Enfin, j'espère vous avoir pu montrer à quel point ça me paraît vain. Et donc, on essaie de limiter la réduction des risques à une autorisation donnée juste face au problème des grandes maladies contagieuses. Alors, là-dessus, je n'en dirai pas plus et je vais juste dépasser de 5 minutes pour donner un focus très rapide sur non plus l'échec de la prévention, mais l'échec du soin et un peu comment on peut le repenser aujourd'hui. Quand je dis l'échec du soin, c'est un peu rapide, et à partir de maintenant, je rentre dans le dépassement. Là, du côté, si vous voulez, de la thérapie, alors je reprends cette image, peut-être vous l'avez entendu, de ce psychiatre suisse, Daniel Zulino, qui compare volontiers les problèmes d'addiction à la façon dont on creuse une ornière. Donc, c'est une très belle métaphore parce qu'il dit qu'il y a d'abord le terrain, il y a des terrains plus ou moins propices à ce que l'ornière soit plus ou moins profonde, et puis une ornière, une fois qu'elle est creusée, le moindre petit filet d'eau va repasser, et donc ça va avoir une fonction d'auto-entretien, et tout le travail thérapeutique sera petit à petit de recombler l'ornière pour qu'on puisse retrouver la liberté de cheminer comme on veut. Et il l'agrémente d'une magnifique métaphore suisse qui est que parfois, quand on chemine sur les chemins où on a pu combler l'ornière, on voit cette nouvelle façon de recueillir la paille qui est de l'enrouler dans des petites bonbonnes de plastique. Et il dit, si on est un ancien cocaïnomane, quand on voit la bonbonne, on pense à une autre bonbonne, ça redéclenche le craving et putain, on se remet à consommer alors qu'on avait comblé l'ornière. Pour ceux qui n'ont pas compris, je rappelle que la cocaïne peut s'acheter dans des petites bonbonnes en plastique et que ça provoque le réflexe de craving. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette idée du soin aujourd'hui, si on est dans ce schéma, que ce qui est important, c'est pas juste de fermer ou d'ouvrir une porte, c'est de réfléchir à ce troisième axe, cet axe sociétal, cet axe culturel. On peut se dire que d'une certaine façon, soigner, ça ne va pas être juste rendre abstinent, ça ne va pas être juste séparer du produit, ça va être reconstruire ses capacités de contrôle, aider la personne petit à petit à reconstruire ses capacités de contrôle, aider la personne petit à petit à reconstruire ses capacités de maîtrise. Et on va retrouver du coup l'idée d'une chronologie, on va retrouver l'idée de cheminer avec les personnes, on va retrouver l'idée du mot accompagnement. Et vous me permettrez de conclure là-dessus, parce que ce mot accompagnement est un mot qui a surgi dans les pratiques professionnelles dans les années 90. 90-2000. Il a surgi au fur et à mesure qu'on conceptualisait la déconstruction du lien social, ce que l'on peut appeler une société addictogène. Et ce n'est pas par hasard si les professionnels de plein de secteurs différents se sont mis à parler d'accompagnement. C'est probablement pas par hasard, même si personne au ministère n'est capable de nous l'expliquer, si c'est dans ces années-là qu'on a créé des XAPA, centres de soins, de prévention et d'accompagnement en addictologie, des CARUD, centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue. C'est probablement pas par hasard si au moment où le débat cet été sur les salles de consommation a flambé un petit peu, le président de la MILT a dit « Nous ne sommes pas là ». Elles sont discutables sur un plan philosophique. Il s'est mis brutalement à faire de la philosophie. Nous ne sommes pas là pour faire de la philosophie discutable sur un plan philosophique, puisque cela vise à accompagner et non, in fine, à rompre avec la dépendance. Et la fameuse phrase du Premier ministre, qu'il a repris après pour contrer la déclaration et dire que c'était ni utile ni souhaitable, se terminait. Nous ne sommes pas là pour accompagner, mais nous sommes là pour faire diminuer l'usage. Et on voit bien que cette notion d'accompagnement est utilisée pour venir s'opposer à cette notion d'arrêt, à cette notion d'abstinence, à cette notion dont on était parti, et qu'on remet en cause ce qui était l'assouplissement apporté par la loi de santé publique en 2004. Alors, là aussi, juste le temps de 3 focus pour expliquer ce que peut être l'accompagnement. L'accompagnement, pour moi et pour un certain nombre de professionnels, va nous amener à tricoter 3 dimensions.
Une dimension, on pourrait dire, un petit peu éthique, celle que rappelle Paul Ricoeur, c'est la dimension du lien à l'autre, cette capacité à dire, à agir, à faire, hein, c'est quelque chose de très fort. Et c'est peut-être pas par hasard si le premier boulot, que ce soit quand on va sur le terrain, l'outrèche, quand on se met en contact avec les usagers, si le premier travail, hein, c'est ce qu'on va appeler dans le jargon l'alliance thérapeutique, cette capacité à se mettre à côté de l'usager et cette capacité à partager avec lui, à comprendre avec lui une partie de l'expérience. Je ne reprendrai pas, parce que c'est un lieu commun, la petite citation qui a circulé sur un de vos programmes de Moreau de Tours, où vous disiez « Je ne laisserai personne en parler s'il n'en a pas fait usage ». On n'est pas obligé d'en avoir fait usage, mais dans l'accompagnement, il faut être capable de s'impliquer à côté de l'usager et de respecter son expérience d'usager. C'est cette dimension que rappelle Paul Ricoeur. Je tiens, moi, personnellement, à rappeler que cette dimension-là, on ne peut pas en faire un principe moral qu'on va imposer à l'autre si on n'a pas ce deuxième principe qu'on va chercher du côté de l'économiste indien Sien avec ce qu'on appelle les capabilités, c'est-à-dire a-t-on donné les moyens à cette personne de vivre sa vie? A-t-on donné ces moyens en termes de logement, en termes de confort, en termes de nourriture, hein? Et je pense que toute une partie du travail qui est mené, on en parlait hier, sur l'accès au logement, Housing First, et toute une partie du travail et de la logique de la salle de consommation a à voir avec ce respect des capacités. Si on veut demander à la personne de faire un effort, pour avancer dans la notion d'accompagnement, il faut être capable de lui avoir donné ces conditions de faire un effort. Sinon, on est dans du fascisme pervers. Et la troisième dimension de l'accompagnement, c'est cette espèce alors, je suis désolé parce qu'actuellement, ça devient un lieu commun, mais c'est quelque chose qui a été conceptualisé bien avant que ça devienne un enjeu de débat politique, c'est la notion de care. Hein, c'est ce que le care, la notion de prendre soin, à avoir là-dedans. Une fois qu'on a cette exigence éthique du lien à l'autre, une fois qu'on a cette exigence économique de respecter les conditions de vie, il y a ce troisième travail qui est comment je vais aller maintenant m'occuper de cet intime, de cette personne. Alors, rappelons, il y a des très beaux travaux de Guillaume Leblanc qui sont de travaux d'un collègue universitaire bordelais qui a beaucoup travaillé là-dessus. Rappelons que le care indirectement, c'est ce que Philippe Jamet illustre dans sa théorie du lien, du premier lien sécure ou insécure. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans la conceptualisation des addictions. Rappelons que toute une partie du travail communautaire et du travail avec l'autre a à voir avec cette dimension-là. Alors je vais maintenant conclure pour limiter mon dépassement. Hein. Si on a pigé ces deux choses, on voit que cette loi de santé publique de 2004, elle n'a pas osé aller jusqu'au bout en supprimant l'interdit, mais elle nous a donné les moyens de travailler à partir du comportement d'usage et de travailler sur ce troisième axe qui est de se dire il y a tout un accompagnement de la personne à faire, il y a tout un accompagnement de son mode de vie, il y a tout un accompagnement de la façon dont elle peut avancer. Et c'est là qu'il faut réfléchir à la place de la réponse médicale, c'est là qu'il faut réfléchir à la place de la prescription. Est-ce qu'elle va venir compléter, rendre possible ce travail, ou est-ce qu'elle vient, dans cette espèce de jeu de passe-passe dont je parlais au début, juste éviter de faire ce travail? Et alors je vais accélérer en vous disant que, comme par hasard, les adversaires des salles de consommation ont fait et sont restés sur cette idée que seul l'interdit pouvait être la vraie ligne de protection contre les risques des usages. Ils sont restés sur une conception d'une prévention qui ne peut fonctionner que sur le rappel du danger et le rappel de l'interdit. Et donc tout ce qui ferait que c'est moins dangereux affaiblit cet interdit. Ils sont restés sur une conception du soin qui n'est vécue que comme l'éloignement de la substance, même contre la volonté du sujet. On va l'éloigner. Et je vous rappelle, pour les plus jeunes qui sont ici, que c'est ça qui aboutit aux pratiques sectaires dans un certain nombre de lieux, notamment le patriarche. Alors, plus dangereusement, ils ont confondu ou ils ont fait semblant de confondre et de vouloir opposer la notion de soin et la notion de réduction des risques. Ils ont dit le soin répare, la réduction des risques se contente d'accompagner. Ils ont fait semblant de confondre l'accompagnement de l'usager avec l'accompagnement de l'usage. Alors, ce sera mes derniers mots, je voudrais juste essayer de vous faire réfléchir au fait que c'est finalement, au contraire, accompagner l'usager
qui va être la base du soin en addictologie. C'est ça qui va permettre d'accompagner les rechutes, les progressions, le travail sur les valeurs et le travail sur la façon de penser les choses différemment. C'est parce qu'on va être capable de permettre à des personnes qui vont être plus ou moins vulnérables, plus ou moins cassées, plus ou moins exclues, de rencontrer des soignants. C'est parce qu'on va être capable de partir de là où on est l'usager, pour faire avec lui les étapes qu'il est capable de faire, et pas celles que nous voudrions qu'il fasse. C'est là qu'on va retrouver ce qu'Emmanuel Hirsch appelle cette éthique de l'accompagnement, dont il souligne qu'elle rejoint l'éthique de l'éducation et une certaine éthique du soin. Elle invite effectivement à proposer à chacun une épreuve, au sens où une épreuve, au sens où un effort nous permet d'acquérir des compétences nouvelles, nous permet de nous dépasser et nous permet d'aller vers des choses que l'on n'avait pas encore acquis, bien évidemment, mais elle nous invite à nous rappeler que l'épreuve qu'on doit proposer, la réponse thérapeutique qu'on doit proposer, doit être à portée de main de celui à qui on la propose. Sinon, on le condamne à la rechute, on est dans une posture morale et on le fait rechuter encore plus douloureusement, encore, et on le blesse encore plus. C'est pour ça que nous avons choisi de continuer de défendre les salles de consommation. C'est pour ça que nous avons choisi de les défendre en mettant en avant la notion d'accompagnement. Et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir donné au moins ce matin l'occasion de le partager avec vous. Merci.